Hop, donc l'enregistrement démarre. On va aller tout de suite sur les slides. Tout est bon. OK, donc c'est parti pour cette session de coaching du groupe, du 4 septembre et non juillet. Bon là, je suis toujours en vacances dans ma tête, mais non, non, on est bien au jour de la reprise. Ce que je vous ai préparé pour, cette heure du jour, sur le thème de comment investir en septembre 2022, question un petit peu large, mais, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce qui s'est passé, un petit peu pendant l'été et puis, comment la rentrée, comment les investisseurs abordent la rentrée. Donc on va d'abord démarrer par un point d'actualité pour vous dire un petit peu où on en est, sur l'économie et sur les marchés financiers de manière générale. Quelle stratégie j'adopte et je vous invite à adopter. Je vais vous faire un reporting précis de, mes positions et mouvements et on va terminer par une série de questions-réponses. Voilà, vous allez pouvoir me poser toutes les questions que vous avez. Donc, on démarre avec un point, d'actualité sur les marchés. Donc déjà, le premier point, très, très important, c'est finalement de constater qu'aujourd'hui, l'inflation est toujours bien présente, que ce soit dans l'Union européenne, sur les marchés, que ce soit sur l'Union européenne, les États-Unis ou la Chine. On a toujours, dans les 3 grosses puissances, de l'inflation et cette inflation, elle est mauvaise, pour l'économie. Hem, elle est toxique pour l'économie. S'ajoute à ça, en plus un ralentissement global de la croissance et une réduction des échanges qu'il y a entre, pays, notamment avec ce qui se passe avec la Russie, qui pénalise beaucoup, l'Union européenne. Donc, voilà, on voit qu'il y a quand même, un ralentissement global. Alors bien sûr, ça crée, forcément des opportunités, mais qui vont plutôt être sectorielles. On va aller chercher plutôt des secteurs bien précis qui sortent du lot, mais la tendance générale, elle est plutôt à la baisse. Donc inflation qui est toujours bien présente égale les banques centrales qui vont continuer d'augmenter leur taux d'intérêt long terme et comme vous l'avez bien compris dans Érable, quand on augmente les taux d'intérêt, ça fait baisser les marchés actions, ça fait baisser, l'immobilier et ça fait perdre de la valeur, aux obligations. Donc en fait, tous les placements baissent. Là, on a eu, notamment un petit coup de tonnerre, parce que, bah, la Fed a annoncé, que, la politique monétaire, elle n'allait pas s'assouplir dans les prochains mois et surtout, elle resterait, l'augmentation des taux pourrait se poursuivre en 2023. Donc plutôt un discours très pessimiste pour la Fed et la Banque centrale européenne. Donc voilà, le constat qu'on a eu en 2022, il risque de se poursuivre un petit peu en 2023. Hem, donc nous, on continue, effectivement à être dans une dynamique de se dire: «OK, on est sur un marché baissier et on agit comme un marché baissier». Le deuxième point important, qui fait l'actualité, c'est, ce qui se passe sur le marché immobilier, avec des records historiques sur le prix, de l'immobilier et des loyers, notamment à New York, où vraiment les prix sont devenus, incroyables. De plus en plus de personnes ont des difficultés à se loger et puis si on regarde un petit peu, à l'échelle de la France, c'est pareil, les grosses villes aujourd'hui, tapent des records historiques sur les prix de l'immobilier et comme je l'ai dit, sur le point numéro un, normalement, quand il y a de l'inflation et une augmentation des taux d'intérêt, normalement, le prix de l'immobilier devrait baisser. Donc là, il faut s'interroger, c'est pas normal, que le prix de l'immobilier continue de monter de manière significative, alors que, sur le plan fondamental, ça devrait baisser. Alors, s'il fallait expliquer pourquoi, il y a une hausse, je pense que c'est parce que finalement la pierre est, considéré comme un placement sûr par beaucoup, beaucoup d'investisseurs, puisqu'on n'a pas eu de baisse sur l'immobilier depuis maintenant, un paquet d'années, hein. Ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas eu de baisse significative. Donc, il y a alors, est-ce qu'il y a un crack? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a un risque de crack, heu, qui est, évidemment présent
puisqu'on voit que les investisseurs se ruent sur l'immobilier comme une valeur sûre, comme si ce n'était pas risqué, alors que ça l'est tout autant que d'autres placements financiers. Donc attention à ce qui se passe sur l'immobilier. Attention, on est peut-être en bulle. Alors est-ce qu'il va y avoir un crack monumental? J'espère pas, parce que ça aurait des répercussions très, très mauvaises sur les économies, mais une correction de l'ordre de 10 est pas du tout exclue. Donc intégrez bien ça dans votre stratégie, dans les prévisions des prochains mois. Il faut toujours essayer d'aller à l'inverse de la tendance générale. Et là, la tendance générale, c'est d'aller se planquer dans l'immobilier. Et c'est pas tout à fait logique sur le plan fondamental. Si vous regardez un petit peu l'or, qui est censé être la valeur refuge, pour permettre aux investisseurs aussi de se protéger contre l'inflation, aujourd'hui, l'or n'est pas survalorisé, il n'y a pas une augmentation très, très significative. Donc, là, encore une fois, ce n'est pas logique sur le plan fondamental. Tout le monde va sur l'immobilier, c'est pas bon signe. Pour autant, vous allez me dire, oui, mais moi j'investis par exemple dans le Real Estate Vanguard ETF, qui est un très gros ETF de Vanguard qui investit dans l'immobilier à l'international. Et quand on regarde ce tracker, on voit qu'on est en baisse depuis maintenant le début de l'année. Alors pourquoi finalement sur un ETF immobilier on voit une baisse alors que dans l'économie réelle on voit une augmentation? Eh bien il faut comprendre qu'il y a plusieurs types de marchés de l'immobilier, il ne faut pas tout mélanger. Quand je dis qu'il y a une augmentation forte du prix de l'immobilier, je fais référence à l'immobilier résidentiel. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des difficultés à se loger. Il y a plus de demandes que d'offres sur le marché. Les agents immobiliers peinent à trouver des biens disponibles et tout ça, ça vient créer une boucle un peu vicieuse du prix de l'immobilier. Alors qu'en réalité, celui-ci n'est plus représentatif de la réalité puisque il suit l'immobilier d'entreprise principalement. Et donc, on voit bien ici que depuis la hausse des taux d'intérêt, on a une baisse de la valorisation de l'immobilier, ce qui est normal sur le plan fondamental. Voilà. Donc, il faut bien distinguer les choses. L'immobilier d'entreprise reste une valeur sur le long terme qui performe bien. Euh, sur le plan fondamental, c'est normal qu'elle baisse parce qu'il y a une augmentation des taux. Maintenant, sur l'immobilier résidentiel, attention, on a une augmentation. Faites attention si vous achetez en ce moment de l'immobilier pour vous. Essayez d'aller tirer les prix le plus bas possible parce que le marché est complètement à côté de ses pompes sur les prix des valorisations. Enfin, le dernier point par rapport au marché action, comme je vous l'ai dit, l'augmentation des taux d'intérêt est pas bon pour le prix des actions. On voit que ça tient plutôt bien la route. Alors vous allez me dire, oui, mais ça baisse, etc. C'est vrai, ça baisse, puis ça fait plusieurs mois que ça baisse. Mais comparé à l'augmentation des taux et à ce que l'économie aurait pu ressembler, aujourd'hui, les marchés actions tiennent plutôt très bien. Les entreprises ont de la trésorerie disponible. Elles arrivent à faire face au choc avec le prix du pétrole. Donc, c'est plutôt positif. Donc, moi, je continue à être exposé sur les marchés actions, puisque aujourd'hui, pour moi, on n'est pas dans un scénario de bulle ou quoi que ce soit, ou d'un scénario catastrophe où on a une baisse qui serait trop violente. On est sur un scénario qui est normal, on a une augmentation des taux d'intérêt. Bon, voilà, le marché action corrige. On peut s'attendre en fin d'année, si les résultats des entreprises restent bons, à une reprise d'un cycle haussier, mais ça va vraiment dépendre des résultats. Il faut prendre en compte qu'effectivement, début 2023, on risque d'avoir encore des hausses de taux d'intérêt, et donc il faut poursuivre une stratégie de lissage, investir un petit peu tous les mois, en gardant bien la tête froide et en se disant que la reprise va se faire, le rebond va prendre, mais il faut attendre que la politique monétaire redevienne ce qu'elle était, c'est-à-dire
arrêter les hausses de taux. Ça va se produire, mais voilà, il faut être patient. La hausse des taux, ça fait baisser l'inflation, donc il faut le temps que, l'inflation que la politique monétaire impacte, l'économie réelle et fasse baisser l'inflation. Donc voilà pour ce qui est des points, d'actualité importants que je voulais vous dire. Hem, on peut regarder maintenant, ce que ça donne au niveau de la stratégie à adopter. On va prendre l'exemple du MSCI World, puisque c'est l'indice que je vous préconise d'utiliser pour des raisons de diversification. Donc ça va être notre indice de référence et voilà, vous êtes tous, basés sur cet indice-là, au moins une partie de votre épargne, donc c'est l'exemple que je vais choisir. Donc là, j'ai pris, le tracker Lyxor, éligible au PEA comme exemple. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tout simplement, on va regarder à court terme ce qui se passe, à moyen terme et à long terme. Alors sur le court terme, ce qu'on voit, c'est que, on a hop, je vais me mettre sur un mois. OK, hop, je me mets sur un mois. Oui, c'est bon. Donc on voit qu'on avait eu, un début de rebond, pendant, le mois d'août et je vous avais envoyé un petit message pour vous prévenir, pour vous dire: «Attention, je pense qu'on est sur le point haut et que la probabilité que ça casse à la hausse, est plus faible que finalement, que ça touche le plafond et que ça rebaisse». Donc effectivement, c'est ce qui s'est passé. On a eu un point haut, puis, on a une légère, correction à la baisse et vous voyez on a déjà a priori touché le point bas, ici et donc le scénario le plus logique, le plus probable, c'est qu'on reparte à la hausse, jusqu'au niveau des, 25 ici, 25,80 et que le MSCI World reste dans son range. Voilà. Si on a une bonne nouvelle comme des résultats d'entreprise, qui seraient bons ou la Fed change d'avis et assouplisse ses taux d'intérêt, on pourrait casser ce niveau-là et continuer à la hausse. Voilà, et si on avait une très mauvaise nouvelle, et bien là, on viendrait casser ce niveau-là et descendre plus bas. Maintenant, si on regarde à, l'échelle d'un an, voir ce qu'on peut dire. Donc sur l'échelle d'un an, et ben, on voit que finalement, on n'est pas sur le point le plus bas, puisqu'on l'a vécu, pendant le mois de juin ici. Donc là, on voit quand même que, il y a eu une belle hausse, puis là, ici, une belle baisse, et qu'on est au début d'un rebond. Ce qu'il faut quand même garder à l'esprit, c'est que, ici, bon, on voit ici qu'il y a pas de nette tendance haussière qui s'est produite pendant, l'année. Donc finalement, nous, ce qu'on fait en termes de stratégie, de swing trading pour ceux qui investissent, tous les mois et qui achètent et vendent tous les mois, ben, on va essayer toujours de vendre sur les points hauts ici et aller chercher les points bas qui sont ici. Ici, on en a eu un nouveau, ici, ici, dans cette zone-là. Ici, c'était vraiment très, très bas. Ici, on retrouve notre point bas et ici, on pouvait s'attendre à ce que ça descende jusque-là. Bon, ça a priori, ça descend pas jusque-là. Encore une fois, parce que les résultats des entreprises sont plutôt encourageants, sont plutôt bons. Donc, malgré ce qu'on peut lire, dans la presse et le climat un petit peu négatif autour des actions, globalement, les résultats des boîtes sont plutôt très bons. Donc, c'est pour ça que finalement le marché corrige, mais pas de manière si forte que ça. Donc voilà pour la tendance sur le MSCI World. Pour ce qui est de la tendance, long terme, on va dire 10 ans, bah, vous voyez que, la tendance, elle est toujours haussière. Donc il n'y a pas de remise en question, sur une stratégie long-termiste. Vous pouvez toujours investir en DCA, donc en investissant tous les mois de manière lissée sur votre MSCI World. Tout se passe très bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, en résumé, hop, stratégie long terme, tout va bien, sur les marchés actions. Vous pouvez continuer à investir sur votre MSCI World et sur les actions que vous aurez choisies. En swing trading, par contre, là, on voit qu'il y a des choses à faire, que, le MSCI World, il est en train d'un petit peu stagner, il est dans un range avec des points hauts et des points bas
qu'on peut facilement identifier et qui vous permettent d'alléger et de renforcer au bon moment. Maintenant, on va terminer, avant de passer aux questions, sur mon top 10 et finalement la stratégie que j'ai adoptée pendant le mois. Donc, comme je vous l'ai dit, la première des choses, c'est que pour la première fois depuis le début de l'année, j'ai vendu une partie significative de mon portefeuille au milieu du mois d'août pour récupérer des liquidités et rechercher le point bas. Donc j'ai retiré voilà, 4,9%. Aujourd'hui, ça représente 4,9% la partie que j'ai vendue. Et donc ces liquidités, je vais les réinvestir soit ce soir, soit demain matin. Je vais lancer les ordres, puisque comme on le voit sur les graphiques, a priori, on est sur un début de rebond. On est bien en bas, on est plus bas que le niveau auquel j'avais vendu. Voilà, donc dans ma stratégie de swing trading, je peux me repositionner. Mais encore une fois, comme vous le voyez, ça reste des montants qui sont faibles par rapport à mon PEA de manière générale, parce que ce qui est important, ça reste ma stratégie long terme et le choix des actions que je fais sur le long terme. C'est, comme vous le voyez, c'est des petits ajustements qui viennent doper un petit peu ma performance. Donc, sur ma répartition, je reste principalement sur mon MSCI World pour le PEA. Ensuite, l'entreprise sur laquelle je suis le plus positionné, c'est LVMH avec 19%. Ensuite, on va avoir le Nasdaq, le tracker Nasdaq. Pourquoi? Parce que je veux investir de manière conséquente sur les GAFA. Alors aujourd'hui, on les appelle les MARA, mais bon, ça n'a pas d'importance. Apple a des bons résultats, Microsoft a des bons résultats, et je veux pouvoir me positionner. Et comme sur les marchés, sur le PEA, on ne peut pas rentrer sur des valeurs américaines sans passer par un tracker, bah, j'utilise le tracker Nasdaq, tout simplement. Ensuite, l'autre action top 2 des actions, c'est Pernod Ricard, qui est toujours en positif par rapport à mon niveau où je suis rentré. Dassault Aviation, pareil, la tendance est toujours bonne. Il n'y a pas eu de baisse significative malgré la tendance baissière globale. Dassault Systèmes, lui, il a baissé un petit peu. Maintenant, enfin, ça fait plusieurs mois hein, que Dassault Systèmes a baissé. Maintenant, pareil, moi je suis sur une stratégie long terme. C'est normal que Dassault Systèmes baisse puisque les valeurs technologiques ont baissé de manière générale à cause de la hausse des taux. C'est aussi pour ça que votre Bitcoin baisse, que voilà, tout ce qui est valeur technologique baisse dès qu'il y a une augmentation des taux d'intérêt. C'est normal, ils sont beaucoup plus sensibles à une hausse de taux que des valeurs value comme Pernod Ricard, où il y a un dividende récurrent et voilà. C'est vraiment lié à la typologie de l'action qui est différente. Schneider Electric, Total, BNP, Sanofi. Bon, j'ai pas grand commentaire à vous faire. Total reste plutôt une valeur défensive en ce moment, vu le coût de l'énergie et les aides de l'État qui ont été fournies à Total. Voilà, le chiffre d'affaires reste bon, les résultats aussi. BNP Paribas, bon, comme les assureurs et les banquiers, quand il y a des hausses de taux, ça les aide à long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, euh, c'est comme la plupart des actions, ça les fait baisser. Maintenant, il faut se dire que à long terme, le fait qu'on ait des taux plus élevés, vous comprenez bien, je vais vous prendre l'exemple de l'immobilier, c'est simple à comprendre. Si vous avez un taux d'emprunt immobilier à 1% et que la banque, elle peut prendre 10% de marge, et ben finalement, elle va gagner 0,1% du montant de votre prêt immobilier. Si demain, votre prêt immobilier, il est vendu 4%, le taux est à 4%, et qu'elle a toujours qu'elle prend toujours la même marge de 10%, bah, son bénéfice à la banque, il est 4 fois supérieur tout simplement à le scénario 1 où on n'était qu'à 1% de taux. Voilà, donc plus on augmente les taux d'intérêt, plus les banques, normalement, auront des résultats qui seront meilleurs. Donc, je reste positionné sur BNP Paribas, qui est pour moi la banque française la plus solide. Et enfin, Sanofi, pour que le secteur de la santé soit représenté.
Je l'avais pas mal, allégé en fait au moment du covid parce qu'il y avait une forte hausse sur tout le secteur de la santé. Elle est pas dans le top, vous voyez, de mon allocation parce que pour moi, la majeure partie du bénéfice qu'on pouvait en tirer est derrière nous. Mais le secteur de la santé reste quand même un secteur où, il y a, énormément d'argent qui circule. Donc, je suis positionné. Voilà, donc s'il fallait commenter, faire une synthèse d'un peu tout ce que je vous ai dit, pour moi, le monde du luxe, en France reste dans mon top 1 et pour ma vision long terme, je reste là-dessus. Pernod Ricard, pour moi, c'est une valeur à la fois défensive parce que, dans des cycles économiques un peu compliqués et bien, on est sur des produits de consommation qui sont de bonne qualité et qui sont toujours achetés, notamment, bah, l'alcool, hein, voilà, donc c'est pour cette raison que je suis sur Pernod Ricard. Dassault Aviation, tout simplement, je profite de la hausse, qu'il y a sur les commandes, d'armes militaires, à l'échelle mondiale. Dassault Systèmes parce qu'ils ont un positionnement assez unique sur des technologies, informatiques dans le monde, industriel. Schneider Electric, c'est pour des raisons de diversification comme Total d'être sur le secteur des énergies qui sont des secteurs qui sont, demandés. BNP Paribas pour être positionné sur le secteur finance et Sanofi, hem, Sanofi, bah, pour être positionné sur le secteur de la santé. Voilà. Petit commentaire aussi, j'aime bien comparer donc la performance de mon allocation par rapport au MSCI World. Là, ce mois-ci, donc le résultat est correct. Maintenant, il est moins impressionnant que, le mois dernier, je trouve. Donc, je suis satisfait globalement, puisque, ben, c'est proche de la performance du MSCI World, c'est un petit peu meilleur. Maintenant, hem, faut que je m'arrête pas vraiment en fait, là, ce qui se passe à très court terme m'intéresse peu, dans la mesure où ce que je regarde vraiment, ça va être ma performance à plus long terme. Mais, ce que je peux dire, c'est que, voilà, sur un mois, on n'est pas, sur quelque chose qui est complètement décorrélé du MSCI World, c'est une stratégie qui est cohérente et d'autant plus que, voilà, heu, le marché français fait quand même moins de croissance que le marché américain, globalement. Et donc, vous voyez qu'en sélectionnant des entreprises françaises, bien choisies, on arrive globalement à avoir la même performance que si j'investissais directement sur le marché américain. Donc, bon, maintenant, l'objectif, ça va être dans les prochains mois de battre, la performance du MSCI World et de retrouver, voilà, des gains plus importants et ça va être fait notamment en réinjectant, ces 4,9 de liquidités. Voilà pour, la session, d'actualité que je voulais vous présenter aujourd'hui, où ça en est, où on en est dans le monde, sur les différents marchés et la stratégie que j'adopte. Est-ce que donc vous avez des questions? S'il vous plaît, mettez-les-moi dans le chat et puis en même temps, moi je vais reprendre, ce qui m'avait été envoyé par message. Hop, je vais aller chercher ça. Alors, je suis en train de reprendre. J'ai eu 2 questions, par message. Alors d'abord, j'ai une question, d'une personne qui me dit, que donc c'est une personne qui démarre, dans le groupe, sur son PEA et donc elle investit des montants qui sont relativement, faibles, ce qui est logique aussi parce qu'elle démarre, et puis elle me dit: «Bah, voilà, là, sur ce mois-ci, je suis à moins 10. Et elle me demande si finalement c'est normal ou voilà. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, heu, une volatilité de moins 10
ça ne doit pas, vous alarmer de manière, complètement disproportionnée. Maintenant, ça veut dire que, il faut que, vous analysiez davantage, vos actions, puisque là, vous voyez que le MSCI World est à -2,86 sur le mois. Donc, si vous êtes à -10, ça veut dire que vous avez choisi des actions qui performent moins bien que, l'indice de référence MSCI World. Donc il faut tirer des leçons, de ça, des actions que vous avez choisies, hem et surtout augmenter votre diversification. Parce que, là, clairement, à -10 sur un mois, il y a un souci de diversification. Ça veut dire que, voilà, les actions, dans ce que vous avez mis dans votre PEA, il y a trop d'actions, clairement. Il y a trop d'actions d'entreprises ponctuelles. Vous n'avez pas mis assez de trackers, voilà. Moi, comme vous le voyez, j'ai, comme j'investis des montants qui sont relativement importants, ben, j'arrive à trouver de la diversification à travers, voilà, plusieurs lignes, sur plusieurs entreprises. Quand vous êtes en capacité d'investir que dans une ou 2 actions d'entreprise, et il faut que, vous ayez, je sais pas, 60-70 en MSCI World ou dans un tracker diversifié pour limiter votre risque et réduire votre volatilité. Voilà pour la première question. La seconde question, la seconde question, c'est une personne qui me dit: «Voilà, j'ai acheté du AXA, du Dassault Systèmes, Société Générale, du Total Energy et des ETF avec le World. Alors, elle me demande ce que j'en pense sur ces valeurs». Donc voilà, le but de ce reporting, c'est vraiment vous donner, les actions dans lesquelles moi j'investis. Hem, Maintenant, moi, je peux pas suivre, en fait, toutes les entreprises. Je peux difficilement à chaque fois vous dire: «Bah, voilà, cette action-là» et cetera, vous répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, hem gardez bien, la méthodologie, ERAP, c'est-à-dire analyse fondamentale, le chiffre d'affaires de l'entreprise, son résultat, ses dettes, on regarde l'évolution, premier point. Ensuite, on fait une analyse, graphique, on regarde, quelle est la tendance à court terme, à moyen terme et à long terme et on s'interroge si est-ce que c'est le bon moment d'investir ou pas, le jour où on a envie d'investir. Voilà. Maintenant les si vous avez choisi une action qui est dans, dans la liste que je vous fournis, a priori, voilà, moi je donne un go sur cette action-là. Heu, sur ce slide, vous avez le top 10. J'ai un peu plus que 10 actions dans mon portefeuille PEA, donc je mets un peu plus de détails, dans Érable. Donc vous vous connectez avec votre login et mot de passe et vous pouvez trouver la liste complète. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Regardez ça dans le chat. Alors, Sylvain qui me dit: «Est-ce que tu as quelque chose pour suivre ton swing trading, la perf ou ça se noie dans la performance globale du mois?» Hem, alors oui, c'est dans la performance, globale du mois. En fait, bah, comme je vous le montre sur le slide, vous pouvez comparer ma performance, par rapport à l'indice de référence. Donc là, on voit que, bon, j'ai vendu entre guillemets «au bon moment», mais comme j'ai vendu à un montant qui est relativement faible, qui est d'autour de 5, on voit que ça impacte un petit peu ma performance par rapport au MSCI World, mais pas tant que ça. Alors ça s'explique pour 2 raisons, enfin ça s'explique pour une raison principale, c'est que, il y a une partie de mes actions qui ont baissé de manière significative, dans mon portefeuille. Je vais vous les donner les noms de ces actions-là. Elles sont pas dans le top 10, mais, elles arrivent un peu après et elles ont baissé, de manière relativement significative. On a, dans mes baisses, on a j'ai Michelin qui a pas mal baissé avec un
avec un montant autour de 20%. On a OVH qui a baissé fortement, qui depuis que j'avais investi la première action est descendu à -39. Heureusement que je l'avais allégé, mais bon voilà. D'ailleurs, je vais faire un petit commentaire par rapport à OVH. Alors, il y a 2 aspects, il y a 2 points qui viennent un peu, contredire, hem, le scénario de lancement, enfin, en tout cas, comment dire? Les données qu'on avait au moment de l'entrée en bourse et la psychologie dans laquelle les investisseurs étaient. La 1re des choses, c'est que, comme vous le savez, moi maintenant j'ai une petite activité où je travaille en lien avec Microsoft et je vois l'évolution, des GAFA, je vois, leur chiffre d'affaires, je vois comment ils gèrent les équipes en interne, je vois leur stratégie, je vois comment, voilà, les Américains font évoluer, le marché du cloud et je me rends compte que, ils sont extrêmement agressifs. Les investissements, sont faits principalement pour ce qui est de Microsoft, par exemple sur Azure et viennent concurrencer directement les entreprises françaises du cloud comme OVH et heureusement que OVH s'est introduite en bourse parce qu'ils ont besoin de se financer, ils ont besoin de grossir, c'est urgent parce qu'effectivement les GAFA prennent énormément de place et investissent de manière vraiment massive. Donc ça pose vraiment question sur, l'avenir d'OVH à long terme. Est-ce qu'ils vont réussir à prendre leur place ou pas sur le marché européen et à conserver leur position ou est-ce qu'ils vont se finir par se faire massacrer? Ça, c'est l'histoire qui va nous le dire. Mais voilà, en tout cas, le contexte est compliqué pour OVH. Il y a une montée quand même de la concurrence qui est de plus en plus présente et ça pose réellement question. La hausse des taux d'intérêt fait baisser le marché de la tech et donc OVH baisse aussi, souffre de ça. Ensuite, l'autre, l'autre aspect est que finalement, c'est une action qui est relativement jeune, alors pas l'entreprise, mais l'introduction en bourse était quand même assez récente et il faut savoir que la majorité, des entreprises baissent par rapport à leur prix d'entrée en bourse. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas intéressant d'acheter des actions, de manière aléatoire dès qu'elles rentrent en bourse, en se disant: «Bah, elles vont être sous-valorisées». C'est pas vrai. La plupart du temps, ces actions-là finissent par, corriger plus bas. Pourquoi j'étais rentré sur OVH et pourquoi, voilà, j'ai choisi cette action? Parce que je suis convaincu par le fait qu'elle est sur un marché qui est en croissance, dans les années qui vont venir. Le marché du cloud est vraiment en plein boom et je pense qu'OVH a les armes pour devenir un leader, en croissance, en Europe sur ce volet-là. Maintenant, effectivement, la hausse des taux plus la hausse de la concurrence vient remettre quand même largement ça en question et donc cette baisse, elle est tout de même, je dirais légitime et expliquée. Donc vraiment attention, moi je l'ai toujours en portefeuille OVH, je continue à être dessus, je crois toujours au projet. En revanche, je suis lucide sur cette action, sur le fait qu'effectivement, elle est en difficulté et donc, par exemple, j'ai arrêté d'investir dedans depuis maintenant, plusieurs mois et je suis dans une posture de plutôt alléger et d'attendre de voir comment elle va évoluer dans les mois qui vont venir. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions à me poser? Sinon, on est à l'heure, j'ai même 4 minutes d'avance, donc si vous n'avez pas d'autres questions, je vais pouvoir clôturer. Je vous remercie de votre écoute aujourd'hui et je vous dis à dans un mois pour la prochaine session de coaching de groupe. Je vous envoie les dates et toutes les informations dans le groupe Facebook comme d'habitude. Je vous souhaite un bon dimanche et bonne semaine à tous.